Imaginez un individu parfaitement rationnel, capable de réfléchir seul, d'analyser une situation avec logique et distance, quelqu'un qui pèse chaque décision, qui doute, vérifie et questionne. Et maintenant plongez ce même individu au milieu d'une foule vibrante, criante, émotionnellement chargée, entourée de slogans, de gestes, de regards déterminés, et soudain, quelque chose change. Son rythme cardiaque s'accélère, sa respiration se synchronise avec celle des autres, ses doutes s'estompent, et sans qu'il s'en rende compte, il commence à ressentir non plus en tant qu'individu, mais comme une cellule d'un organisme collectif entian. D'un organisme collectif. Car lorsqu'un individu entre dans une masse, son identité personnelle peut s'effacer au profit de l'identité du groupe. Un phénomène profondément psychologique et étudié depuis plus d'un siècle par des penseurs comme Gustave Le Bon, qui expliqua que dans une foule, la responsabilité individuelle disparaît, les émotions dominent la raison, et les idées simples, répétées avec force, pénètrent plus facilement que les arguments complexes. La masse ne raisonne pas comme un esprit isolé, elle réagit comme une entité émotionnelle sensible aux symboles, aux images frappantes, aux mots courts et aux slogans répétés. Cette compréhension a été exploitée par des leaders, des mouvements et des institutions, qui ont appris qu'influencer un individu nécessitait de convaincre son esprit, mais influencer une foule nécessitait de capturer son émotion. Capturer l'émotion d'une masse peut transformer l'histoire. Une foule motivée peut renverser un régime, soutenir une guerre, promouvoir une idéologie ou rejeter une vérité simplement parce que l'énergie collective dépasse la réflexion individuelle. Ce mécanisme repose sur plusieurs leviers invisibles, dont le premier est l'anonymat psychologique. Au sein d'une masse, l'individu se sent moins exposé, moins responsable, protégé par le nombre, ce qui réduit ses freins internes et facilite des comportements qu'il n'aurait jamais adoptés seul. Le deuxième levier est la contagion émotionnelle. Une émotion se propage comme un virus. Un cri en déclenche 10 autres. La peur amplifie la peur, la colère nourrit la colère, créant une vague homogène d'émotions. Le troisième levier est la suggestion. Lorsqu'une idée simple est répétée avec certitude et conviction, surtout par une figure perçue comme légitime, elle s'implante profondément sans passer par un raisonnement critique détaillé. Ces dynamiques ne sont pas confinées au passé. Aujourd'hui, elles sont amplifiées par les technologies modernes. Autrefois, une foule se réunissait physiquement sur une place publique. Aujourd'hui, les foules numériques se forment en quelques minutes sur les plateformes globales, connectant des millions de personnes autour d'un même message ou d'une même indignation. La dynamique reste la même, l'émotion prime, la répétition renforce, l'identité collective se solidifie. Et plus le groupe est grand, plus l'individu se sent légitimé. L'être humain cherche naturellement l'appartenance. Il observe le groupe pour définir ce qui est acceptable, normal ou majoritaire panthère. Lorsque quelque chose semble soutenu par une masse importante, cela acquiert une crédibilité supplémentaire, même si cette majorité est parfois artificielle. Cette amplification moderne est permise par des systèmes capables de propulser certains messages, de créer l'illusion de consensus rapide. Dans cet environnement, la frontière entre opinion spontanée et opinion induite devient floue. La visibilité influence la perception de popularité. La popularité perçue influence l'adhésion, et l'adhésion renforce la visibilité, formant une boucle auto-renforcée extrêmement puissante. C'est ici que la manipulation de masse trouve un terrain fertile. Non pas par des mensonges flagrants, mais par la simplification extrême, la répétition stratégique et l'activation des émotions primaires. Peur, colère, orgueil, des émotions qui court-circuitent la réflexion rationnelle, poussant à agir avant de réfléchir, à partager avant de vérifier, à soutenir avant de comprendre pleinement. Dans un monde saturé d'informations rapides, cette impulsivité devient un outil redoutable. L'histoire a montré que des foules orientées peuvent influer sur des décisions majeures, mobilisation, mouvements idéologiques, panique collective. Chaque époque adapte les techniques aux outils disponibles. Mais le principe reste identique. Comprendre la psychologie humaine pour orienter le comportement collectif. Aujourd'hui, les foules ne sont plus limitées par la géographie. Elles sont numériques, globales, interconnectées, capables de se former et de se dissoudre en quelques heures. Mais elles exercent toujours une pression immense, influencent les institutions, modifient les réputations, orientent les débats. La masse possède un pouvoir symbolique fort, représentant l'image du peuple, même si cette majorité est parfois fragile. Face à cette réalité, une question centrale émerge. Lorsque vous rejoignez un mouvement collectif, adoptez un slogan répété des milliers de fois. Êtes-vous un individu autonome ou une cellule d'un organisme émotionnel plus vaste ? Comprendre cette transformation devient essentiel, car c'est précisément dans l'espace entre l'individu et la masse que la manipulation s'insinue, subtile, progressive,
invisible, capable de redéfinir la direction d'une société entière. Vous pensez faire vos propres choix, mais êtes-vous réellement libre? Chaque jour, vous sélectionnez une vidéo, décidez d'un produit, soutenez un candidat politique, et vous croyez que ces décisions viennent de vous. Pourtant, derrière chaque option, un système invisible orchestre vos préférences. Dans les années 1950, la CIA a lancé un programme secret appelé Project MKUltra, officiellement pour la recherche scientifique, mais en réalité pour expérimenter le contrôle de l'esprit humain. Les techniques employées allaient de l'hypnose aux drogues, en passant par la privation sensorielle et les traumatismes, afin d'étudier comment manipuler, influencer et reprogrammer les comportements. Aujourd'hui, la technologie a rendu ces méthodes physiques presque obsolètes. Il suffit d'algorithmes intelligents. Chaque clic, chaque pause, chaque interaction sur les réseaux sociaux est analysée, catégorisée, transformée en données permettant de prédire vos réactions futures. En 2014, le scandale Cambridge Analytica a révélé comment des millions de profils Facebook ont été exploités pour cibler des messages politiques précis selon la personnalité de chacun. Introverti ou extraverti, émotionnel ou rationnel, influencé par la peur ou l'ego. Chaque utilisateur pensait prendre une décision libre, mais ses choix étaient subtilement orientés par des messages calibrés pour provoquer une réaction émotionnelle spécifique. Cette manipulation n'est pas seulement politique. Dans le marketing, elle dicte nos préférences de consommation, nos tendances, nos croyances sociales. Le choix n'est souvent qu'une illusion. Les produits que nous croyons diversifiés proviennent des mêmes entreprises. Les informations que nous pensons indépendantes suivent des narratifs similaires, et nos perceptions sont façonnées par des répétitions stratégiques. L'effet de vérité illusoire montre que plus une idée est répétée, plus elle est perçue comme réelle. Les émotions primaires, peur, colère, fierté, sont exploitées pour court-circuiter la réflexion. Même lorsque vous croyez être informé, vos opinions peuvent être le produit de cette architecture invisible de contrôle psychologique. L'attention humaine est devenue une monnaie précieuse. Qui contrôle votre attention, contrôle vos pensées, et, par extension, votre réalité. Les sociétés modernes ne nécessitent plus de coercition physique. Elles influencent subtilement, silencieusement, invisiblement, en modelant les perceptions, en orientant les émotions et en façonnant les comportements. Et si vous n'êtes pas conscient de cette influence, vous êtes déjà manipulé. La question n'est pas seulement de savoir si la manipulation existe, mais de mesurer à quel point elle a déjà façonné vos choix, vos croyances et votre vision du monde. Dans ce contexte, la liberté individuelle devient un concept fragile, constamment testé et réajusté par des forces invisibles qui exploitent la psychologie humaine. Comprendre ce mécanisme est la première étape pour retrouver un minimum de contrôle sur ses décisions. Pour distinguer ce qui est réellement votre choix de ce qui vous est imposé par des systèmes sophistiqués de persuasion et de contrôle émotionnel, la peur est l'arme la plus ancienne et la plus puissante pour contrôler un individu et, par extension, une société entière. Lorsqu'une personne est effrayée, son cerveau active le mode survie, la logique ralentit, l'analyse critique diminue, et les décisions deviennent émotionnelles. Le physiologiste américain Walter Cannon a expliqué ce phénomène par le concept de get fight, or flight, combattre, ou fuir. Lorsque l'amygdale s'active sous l'effet de la peur, le cortisol est libéré, le cœur s'accélère, la respiration s'intensifie, et les zones rationnelles du cerveau sont temporairement affaiblies, plaçant l'individu dans un état où il réagit instinctivement plutôt que de réfléchir. Imaginez maintenant une société entière maintenue en permanence dans cet état. Chaque information, chaque titre, chaque image peut devenir un déclencheur émotionnel. Des mots comme égua, urgence, égua, crise, égo, danger, éké, catastrophe, ne sont pas choisis par hasard. Ils exploitent directement les réponses neurologiques humaines. Après les événements mondiaux du début des années 2000, plusieurs sociétés ont vu leurs lois de surveillance renforcées et leurs citoyens accepter plus de contrôle, non par contrainte, mais par peur pour leur sécurité. L'expérience d'obéissance de Stanley Milgram dans les années 1960 a démontré que des individus ordinaires pouvaient infliger ce qu'ils croyaient être des chocs électriques, dangereux, simplement parce qu'une figure d'autorité leur en donnait l'ordre. Peur, autorité, obéissance. Aujourd'hui, l'autorité ne se limite plus à un uniforme. Elle peut être un expert médiatique, un influenceur vérifié, ou une figure publique respectée. La répétition renforce cet effet. Plus un message est entendu, plus il semble vrai, un phénomène connu sous le nom d'Egeke
effet de vérité illusoire. Yo. Les plateformes numériques exploitent cette dynamique. Le contenu émotionnel, en particulier celui qui suscite la peur ou la colère, est privilégié par les algorithmes, amplifiant son influence et sa diffusion. Même la publicité moderne s'appuie sur ces mécanismes. Hugues sans ce produit, vous êtes en danger, Hugues. Sans cette assurance, votre futur est menacé, Hugues. Ne pas suivre cette tendance, c'est risquer l'exclusion. Ou une génération exposée en permanence à des signaux de peur, économiques, sanitaires, sociaux, voit son niveau d'anxiété normalisé, et une population anxieuse est beaucoup plus facile à influencer. Le contrôle le plus puissant n'est pas celui que l'on voit, mais celui qui façonne l'environnement émotionnel. Si vos émotions sont dirigées, vos décisions le sont également, souvent, sans que vous en ayez conscience. La véritable question n'est pas de savoir si la manipulation existe, mais de mesurer à quel point vos choix, vos croyances et votre perception du monde ont déjà été orientés par ces mécanismes invisibles, subtils et continus. Reconnaître l'impact de la peur et des émotions collectives est la première étape pour retrouver un semblant de liberté décisionnelle, comprendre la différence entre réaction spontanée et réaction conditionnée, et se protéger contre une influence constante qui façonne l'opinion individuelle et collective. L'identité humaine est profondément malléable, surtout lorsqu'elle est placée dans un contexte social structuré pour provoquer des divisions et exploiter des différences perçues. Depuis toujours, les sociétés et les institutions ont compris que l'unité est une force, mais la division est un outil de contrôle plus subtil et efficace. La psychologie sociale a montré que les individus ont besoin de s'identifier à un groupe pour se sentir acceptés et légitimes. L'influence de ce groupe devient ensuite un guide invisible de comportement, d'opinion et de loyauté. Dès les premières expériences de psychologie sociale au XXe siècle, des chercheurs comme Musafeh Sherif ont démontré que la simple création de groupes artificiels suffisait à générer des conflits et des comportements compétitifs, même lorsque les objectifs réels étaient identiques et que les ressources disponibles étaient équitables. Cet effet, connu sous le nom de Hege conflit intergroupe minimal UE, révèle que l'appartenance à un groupe crée automatiquement des biais, des préjugés et une hostilité envers ceux qui ne font pas partie du même cercle. Les institutions, les gouvernements et même les entreprises exploitent ces mécanismes depuis des décennies. La division peut être basée sur l'ethnicité, la religion, l'idéologie politique, le statut social, ou même des différences superficielles, créées artificiellement, comme un style vestimentaire ou une préférence culturelle. Le but n'est pas seulement de polariser, mais de fragmenter la société de manière à ce que les individus restent concentrés sur les conflits internes, plutôt que sur les structures de pouvoir qui les manipulent depuis le haut. Dans l'histoire moderne, cette stratégie a été utilisée à grande échelle. Pendant la guerre froide, les gouvernements ont manipulé des perceptions publiques pour créer la peur et l'hostilité entre nations, classes sociales et groupes idéologiques. Dans un contexte national, la politique moderne continue de jouer sur ces divisions. Les campagnes médiatiques et réseaux sociaux et les mouvements de masse exploitent les émotions et les identités pour segmenter la population, provoquer des réactions intenses et générer des loyautés aveugles. Ce mécanisme fonctionne souvent par amplification des différences perçues, plutôt que par création de véritables désaccords. La peur et l'insécurité sont des catalyseurs essentiels. Une population qui craint pour sa sécurité, son statut ou son identité est beaucoup plus réceptive aux messages polarisants et aux directives provenant de figures d'autorité. Dans l'environnement numérique actuel, la vitesse et la portée de ces manipulations sont sans précédent. Des millions de personnes peuvent être exposées à des messages émotionnellement chargés simultanément, chaque contenu ciblant des aspects spécifiques de leur identité, amplifiant le sentiment de Hege, nous contre eux, à une échelle globale. Cette division ne se limite pas à la politique ou à la propagande, elle influence la consommation, la culture populaire, le choix de loisirs, et même la perception de la vérité. L'effet cumulatif est que l'individu se trouve constamment poussé à se définir par opposition à un autre groupe, renforçant ainsi des schémas de pensée polarisés et limitant la capacité à critiquer objectivement l'information reçue. Les plateformes numériques exploitent cette dynamique par des algorithmes qui favorisent le contenu émotionnel et polarisant. Chaque like yo, partage ou commentaire agit comme une validation sociale, renforçant les croyances de groupe et créant un cercle de rétroaction émotionnelle qui rend toute réflexion critique plus difficile. La division stratégique ne fonctionne pas uniquement sur le plan émotionnel, elle est aussi cognitive. Les biais cognitifs, comme le biais de confirmation,
le biais de groupe et l'effet de halo sont exploités pour renforcer les préjugés et maintenir les individus dans un cadre de pensée prévisible. Même les opinions qui semblent personnelles ou rationnelles sont souvent le résultat de cette manipulation subtile et constante, invisible mais profondément enracinée. Historiquement, cette approche a été utilisée pour neutraliser les mouvements populaires, pour empêcher la rébellion et pour maintenir l'ordre social, sans recourir à une oppression directe. En fragmentant la population, le pouvoir devient plus facile à maintenir, car les citoyens concentrent leur énergie sur les conflits internes plutôt que sur l'examen critique des autorités ou des systèmes de contrôle. Les identités collectives deviennent alors des instruments de manipulation, et la loyauté au groupe est plus forte que la réflexion individuelle. Dans le contexte mondial moderne, la division stratégique est amplifiée par les réseaux sociaux, les médias d'information et les influences culturelles, permettant aux manipulateurs de créer des lignes de fracture artificielles et de polariser rapidement l'opinion publique. L'identité est exploitée pour générer la peur, l'indignation et le soutien aveugle, tout en masquant la véritable source du pouvoir et de l'influence. Ainsi, comprendre la dynamique de la manipulation de l'identité et de la division devient crucial pour retrouver la liberté de penser, pour reconnaître les forces invisibles qui façonnent nos choix, nos opinions et nos comportements, et pour résister aux influences qui cherchent à transformer la société en une mosaïque de groupes manipulables, plutôt qu'en une communauté consciente et autonome. Ce stade, après avoir exploré la dynamique des foules, l'illusion du choix, la programmation par la peur et la manipulation de l'identité, il devient évident que la société moderne est façonnée par des forces invisibles, des structures et des systèmes conçus pour influencer subtilement, mais profondément, chaque pensée, chaque décision et chaque comportement. Le contrôle ne se manifeste pas toujours par des ordres explicites ou des lois visibles. Il s'insinue dans les habitudes quotidiennes, dans les flux d'informations constants, dans la manière dont les individus interprètent ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. La science comportementale et la psychologie sociale ont documenté comment l'exposition répétée à des stimuli émotionnels, peur, colère, désir de reconnaissance ou besoin de sécurité, peut conditionner une population entière à accepter des décisions, des normes et des comportements qui semblent naturels, mais qui sont en réalité orchestrés par des architectures de contrôle invisibles. Les réseaux numériques modernes ont amplifié ces mécanismes de manière exponentielle. Les algorithmes choisissent ce que chaque utilisateur voit, entende ou ignore, créant des chambres d'écho et renforçant des croyances préexistantes. Une information répétée devient un fait pour beaucoup, même si sa véracité est partielle ou biaisée. Les interactions sociales elles-mêmes sont exploitées pour renforcer les divisions, stimuler l'émotion et créer des comportements prévisibles à grande échelle. La peur, la colère et l'appartenance de groupe ne sont pas seulement des phénomènes isolés. Elles constituent des leviers puissants utilisés pour orienter les choix collectifs, sans que les individus en soient pleinement conscients. Même les décisions considérées comme personnelles ou rationnelles sont souvent le produit d'un environnement façonné par ces forces invisibles, où chaque option est calibrée pour provoquer une réaction émotionnelle spécifique, où chaque opinion est influencée par des signaux subtils et répétés, et où le libre arbitre se retrouve limité par des architectures complexes de persuasion et de manipulation psychologique. L'histoire moderne regorge d'exemples où ces stratégies ont été appliquées pour obtenir l'adhésion massive, la conformité ou la loyauté, depuis les campagnes politiques jusqu'aux mouvements sociaux. En passant par la publicité et la culture populaire, le contrôle invisible est si efficace qu'il échappe à la perception individuelle. Il se manifeste par un comportement normalisé, des croyances acceptées sans question, et une réactivité émotionnelle dirigée par des systèmes auxquels l'individu participe sans en avoir conscience. Comprendre cette réalité est essentiel pour reprendre une part de liberté dans un monde saturé d'informations manipulées, où l'identité personnelle peut être façonnée, où la peur peut être instrumentalisée, et où la division peut être imposée subtilement. Les citoyens doivent apprendre à reconnaître les déclencheurs émotionnels, à analyser les sources, à identifier les messages répétés et à remettre en question la légitimité de leur propre perception. Car c'est dans cette conscience que réside la véritable autonomie. Tant que les individus restent inconscients de ces influences, la société continuera de fonctionner selon des modèles de contrôle invisibles, laissant la plupart des décisions et des croyances façonnées par des forces qu'ils ne perçoivent pas. Mais avec la connaissance et l'attention critique, il devient possible de naviguer dans ce paysage complexe et de reprendre un certain contrôle sur ses pensées et ses choix. En fin de compte, le contrôle invisible ne disparaît jamais complètement, mais sa prise de conscience constitue une étape fondamentale vers une compréhension plus honnête de soi-même, des autres et de la société dans laquelle nous vivons. C'est une invitation à réfléchir profondément.
Comment nos comportements sont-ils façonnés? Quelle force invisible dirige nos décisions? Et sommes-nous prêts à accepter que la liberté individuelle exige non seulement le courage de penser, mais aussi la vigilance constante pour protéger cette liberté contre les manipulations subtiles qui opèrent chaque jour autour de nous? Ce constat n'est pas seulement inquiétant, il est également libérateur, car comprendre les mécanismes du contrôle invisible ouvre la voie à une autonomie véritable, à une réflexion critique sur le monde et sur soi-même, et à une responsabilité renouvelée face à nos propres choix et à l'influence des systèmes dans lesquels nous existons. Le pouvoir invisible peut être immense, mais la conscience humaine, la curiosité et l'analyse critique restent les outils les plus puissants pour résister à la manipulation, pour naviguer dans un environnement complexe et pour reprendre le contrôle sur ce qui nous appartient vraiment, nos pensées, nos décisions et notre identité.